Bonjour à tous. C'est désormais acté. Le 28 mai dernier, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, est officiellement entrée en vigueur suite à sa ratification par 24 pays membres de l'Union africaine. Le Maroc a été parmi les premiers pays africains à avoir appelé à la mise en place de cette zone et à ratifier cette initiative ambitieuse, rappelons-le, lancée par le président du Rwanda, Paul Kagame. Qu'implique réellement une zone de libre-échange africaine? Ces ambitions sont-elles réalistes et réalisables? Le Maroc est d'ores et déjà engagé dans plusieurs centaines de partenariats actifs avec plusieurs pays du continent. Quel impact pour le Royaume après la ratification de cette ZLECA? Nous en parlons aujourd'hui en compagnie de Driss Aissaoui, expert et consultant auprès de Médien TV. Bonjour Driss. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une ZLECA dans l'histoire africaine? Vous savez, c'est une zone de libre-échange, comme son nom l'indique, et qui vient en droite ligne de la doctrine prônée par l'Organisation mondiale du commerce, par toute la théorie sur le commerce international, comme quoi, quand on libère un espace, on crée de plus en plus d'opportunités. Le développement des zones de libre-échange à travers le monde ont démontré, d'ailleurs, c'est une grande tendance qui a suivi un peu le développement de ce qu'on a appelé la globalisation, c'est-à-dire la mondialisation, et que le développement ne peut s'opérer que par un seul pays, mais dans le cadre d'un espace d'intégration qui, alors, on l'a vu en Asie, malheureusement au Maghreb, ça n'a pas marché, comme tout le monde le sait. En Afrique, c'est une idée, pourquoi? Parce qu'il y a un grand potentiel. Alors, que veut dire la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange au niveau du continent africain? Elle va concerner pratiquement 90% du total de l'espace africain, où les échanges qui vont se passer à l'intérieur, ils seront concernés par l'abolition des tarifs douaniers. Et bien sûr, on n'ouvre pas les portes comme cela. Il y a tout un travail de négociation, de consultation, de mise en musique sur les règles commerciales, sur un certain nombre de règles juridiques qui sont préalables à la mise en place de cela. C'est pratiquement 84 000 kilomètres carrés au niveau des frontières qui seront concernées. Et la ZLECA donc, vient s'ajouter à ce qu'on a connu au niveau de l'Amérique latine, en Europe et en Asie. Alors, c'est intéressant, donc autant de kilomètres carrés de frontières. On connaît un peu le taux d'intégration africaine qui reste très faible par rapport... 3%. Absolument. Pas plus. Alors comment, si déjà le taux d'intégration régionale reste faible pour beaucoup des régions économiques, notamment africaines, comment alors envisager une zone de libre-échange sur tout le continent? Vous savez, là, on est en train de parler de l'héritage de la période de colonisation. Très bien. 3% vient du fait que l'essentiel des économies africaines ont été extraverties vers les anciennes colonies. Beaucoup d'entre elles commercent avec Paris, avec Bruxelles, etc., même si c'est des produits qui ont une origine africaine. C'est-à-dire que les lentilles marocaines doivent nécessairement passer par Bruxelles pour être vendues en Congo, par exemple, au Congo. Les exemples sont multiples. C'est-à-dire que les centres d'intérêt, les centres des dynamiques d'échange étaient situés au niveau des puissances coloniales et ça a continué. La même chose pour le Maghreb. Le Maghreb, on échange très peu, 2 à 2,5% entre les pays du Maghreb, ce qui est très dommageable. Alors, comment peut-on faire, prétendre à une zone de libre-échange alors qu'on n'échange que 3%? C'est effectivement très difficile. Pourquoi? Chaque pays établit des règles d'entrée au niveau douanier. Chaque pays établit des règles en matière, par exemple, de frontières phytosanitaires, etc. Et que ça devient extrêmement difficile pour les pays africains d'échanger entre eux-mêmes et de créer justement cet espace d'échange qui devrait être le préalable à la zone de libre-échange, qui est, rappelons-le, il fait partie de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, et je voudrais aussi rappeler autre chose, l'idée, en fait, cela s'est fait pourquoi, cette idée? Parce qu'il y avait une volonté politique. Absolument. Et le premier à avoir appelé à ça, c'est le roi Mohamed VI, qui n'a pas cessé, qui n'a eu de cesse de dire « Attention, recentrons-nous sur nous-mêmes, travaillons entre nous-mêmes ». Et ça, c'est valable pour tout.
c'est valable pour le commerce de produits et services, c'est valable, bon, il y a encore des problèmes pour la liberté la libre circulation des hommes, etc. Ça va être compliqué parce qu'il y a un certain nombre de menaces qui devraient être prises en compte. Mais ça, c'est un débat qui reste de toutes les heures, qui est toujours, disons, en cours actuellement entre les pays africains, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou au niveau bilatéral. Vous avez parlé tout à l'heure des relations commerciales, de partenariat que le Maroc a développé. Effectivement, le Maroc a pu développer durant les 20 dernières années plus de 1000 accords bilatéraux. Juste pour vous rassurer, les accords bilatéraux sont un bon support pour le multilatéralisme. C'est-à-dire quand on veut y aller, et c'est véritablement ce genre disons, d'accord qui permet au multilatéralisme de pouvoir s'asseoir sur des règles bien comprises par les uns et les autres. Alors, des règles bien comprises, on parle de cette zone de libre-échange. Certains parlent des prémices de la naissance de l'Union européenne. Bon, bien sûr, la conjoncture n'est pas la même et l'histoire ne se répète pas. Mais est-ce que nous nous dirigeons vers cela, finalement, de manière réaliste ? Laissez-moi vous dire une chose. Tous les rapprochements que les pays ont essayés, notamment que ce soit en Europe, en Asie ou sous d'autres cieux, le volet politique et, on va dire, socio-politique a été toujours compliqué. Et que même l'Europe n'a jamais pu faire l'union politique qu'est aujourd'hui l'Union européenne qu'à partir du moment où il y avait un matelas d'échanges concrets sur le plan économique. C'est l'union de l'acier qui a permis justement à l'Union européenne de pouvoir instaurer ce qu'il y a aujourd'hui comme règle du vivre ensemble. L'Afrique, on l'a compris depuis longtemps. Et on l'a dit même pour le Maghreb qui n'arrive pas à décoller, on a dit que il y a une logique. Il y a le temps économique et il y a le temps politique. Le temps politique est totalement sclérosé et ne permet pas justement d'aller très vite. Alors que les intérêts, et ça rappelle un peu l'idée de la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire qu'il y a une logique au niveau économique qui fait que laisser fonctionner les intérêts économiques, ils auront leur propre logique et ils auront des effets d'entraînement et sur le politique et sur le reste. Selon vous, quelle est la première étape à adopter peut-être pour se diriger vers un semblant de zone de libre-échange déjà au début? Moi, je pense que... Il y a la volonté politique, comme vous venez de le dire. C'est sûr. Mais certainement. C'est-à-dire la volonté politique, que les politiques se disent, mettons les techniciens disons, à l'ouvrage, laissons-les travailler. Parce qu'en fait, faire une zone de libre-échange, ce n'est pas un claquement de doigts que l'on va faire ça. Il y a un travail très important, très compliqué à faire par exemple, sur les produits, sur les positions concurrentielles des uns et des autres. Comment, justement, on ouvre des frontières et on abolit des barrières tarifaires sans pour autant tuer les économies nationales. Et n'oublions pas que tout le développement que l'Europe a connu, que les États-Unis, que le Japon, a été bâti dès le départ sur du protectionnisme. Et il y a même un grand économiste qui est connu, List, qui a développé cette histoire d'économie naissante et qui, en fait, admet, même s'il est libre-échangiste, il admet le fait que les pays ont le droit d'inclure des clauses de réserve pour pouvoir, dans le commerce international, on a la règle de la nation la plus favorisée, etc., qui a fonctionné pendant longtemps. Mais à ce moment-là, quelle dose de protectionnisme devons instaurer? Comment protéger ce qui se crée aujourd'hui? Et il y a, bien entendu, toute la dynamique créée par les nouvelles technologies de l'information, non pas seulement sur le volet technologie de l'information, mais sur la finance, sur la fintech, etc., où véritablement on voit jaillir de nouvelles dynamiques très agressives et qui peuvent même avoir, disons, un impact assez déstructurant sur certaines économies. Alors ça passe par la négociation, ça passe par des études d'impact. Malheureusement, on a très peu d'études d'impact
Les seuls apparemment qui ont réagi, c'est le secteur privé nigérian qui a demandé à leur président et à leur gouvernement de surseoir à la participation en attendant de faire des études d'impact, de voir dans quelle mesure l'économie nigérienne ne va pas, parce qu'elle est importante, elle est dans une dynamique ascendante, et comment cette ouverture des frontières ne va pas porter préjudice à l'intérêt national. Et c'est ça la difficulté, c'est de concilier entre, disons, l'impératif de l'ouverture, parce qu'on ne peut pas se développer dans l'autarcie. Ça, c'est clair. L'autarcie n'existe que sur les papiers et ceux qui ont vécu parce qu'ils ont été contraints à le faire, comme Cuba et d'autres pays. Qui étaient sous embargo. Et absolument, maintenant, la prochaine étape, ce seront ces négociations que vous avez citées, oui. Et qu'elles ne seront certainement pas faciles. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairés sur ce sujet de zone de libre-échange africaine, un sujet bien sûr bien lourd, que nous traiterons certainement dans d'autres circonstances. Merci beaucoup, Drissa Issaoui. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.